On ne manque pas d'air, le podcast des ventilistes par Génie Climatique Magazine. Retrouvez les dernières infos sur la ventilation et la qualité de l'air intérieur sur génieclimatique.fr et sur nos réseaux sociaux. En direct d'Interclimat pour ce nouveau On manque pas d'air chez Génie Climatique Magazine. On veut savoir si enfin la qualité de l'air intérieur et la ventilation sont devenues une priorité sur les chantiers. Où en sont les innovations côté industriel, les forces sur le terrain, et puis cette réglementation, est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle donne un petit peu d'espoir à la filière? On en parle tout de suite avec Yves Dandon, vice-président chez Uniclimat en charge de la ventilation. Bonjour Yves. Bonjour. Et Ziad Lasoued, monsieur ventilation chez l'UMGCCP FFB, en charge également du comité réglementation au sein de l'Association française de ventilation. Bonjour Ziad. Bonjour. Première question, messieurs, assez simple. La qualité de l'air intérieur, on en est où concrètement alors sur les chantiers? Ziad, est-ce que enfin on a pris le dossier à bras le corps? On sent de plus en plus que les professionnels, les installateurs, les fabricants, les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus conscients de cette question ou bien de ce paramètre de qualité de l'air intérieur. Ils commencent, les pas sont lentes mais confiantes. Ils commencent à essayer d'améliorer les choses. Ils commencent à s'en rendre compte, surtout après cette période pandémique, que la qualité de l'air intérieur ou bien avoir une bonne qualité de l'air intérieur, c'est vital pour pouvoir faire des choses. C'est les choses les plus rudimentaires pour pouvoir bosser chez nous, quoi. Il faut avoir une bonne qualité de l'air intérieur pour bien bosser, pour dans les bureaux, la qualité de l'air intérieur dans les écoles, dans les crèches, parce que dans les EHPAD, parce qu'on a le public le plus sensible là-bas. Donc ils deviennent de plus en plus sensibles et du coup on a profité de ça, si on peut dire ça, pour la création de l'Association française de la ventilation, parce que on a vu l'engouement, on a commencé, franchement, on a commencé à cogiter par rapport à ça depuis un petit bout de moment, mais c'était l'occasion pour nous pour sauter sur cette occasion, pour créer cette association qui réunit toute la filière ventilation. On représente à peu près 150 000 entreprises, 440 000 salariés. C'est énorme. Et du coup. Et tous ce sont des fervents défenseurs exactement. de la QI. Et c'est ça le point positif, c'est que ils sont tous derrière malgré que c'est contraignant pour certains fabricants qui sont adhérents à l'AFV, pour les installateurs qui sont adhérents à l'AFV, pour les mainteneurs qui sont adhérents. Parfois c'est contraignant pour tout le monde. Parfois c'est pour quelques adhérents, mais pas pour les autres. Mais on arrive à trouver un terrain d'entente on travaille, mais franchement, on sent bien au sein de l'association qu'on travaille pour la bonne qualité de l'air intérieur, pour assurer une bonne ventilation, pour respecter la réglementation, et surtout ce qui vient de se passer avec la RE2020, que je pense que je vais parler de ça tout à l'heure. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Mais les choses bougent. Pour tout résumer, les choses bougent pour la QI. Oui, et puis on va parler aussi de ces contraintes qu'on peut connaître sur le terrain. Mais avant cela, Yves Dandon, vous partagez cet avis qu'il y a un avant et un après Covid concernant la qualité de l'air intérieur? Je pense qu'effectivement, la qualité de l'air intérieur a été n'hésitez pas, parlez bien proche du micro. Mise en avant lors de l'épisode de la pandémie. Maintenant, si ça a été un point fort dans le résidentiel, on s'est dit on rentre chez nous, on va être bien chez nous. La pandémie passe et je crains que l'attention qui soit mise aujourd'hui sur la qualité de l'air dans le résidentiel passe avec. Donc dans le tertiaire, c'est quelque chose d'acquis, on peut l'espérer. Donc nos environnements de travail, dans le tertiaire en tout cas de bureau, il y a une réglementation sur le code du travail qui fait que la qualité de l'air est importante et suivie et traitée. Aujourd'hui, dans les autres tertiaires, les écoles, on en a beaucoup parlé, et il faut qu'on lance un plan école programmé, il faudrait une loi de programmation de rénovation des écoles à 5 ans, quelque chose comme ça, pour que nos enfants travaillent dans un environnement sain, dans les EHPAD, dans tout tertiaire habité. Donc, hormis les milieux de travail comme le bureau,
il faut qu'on traite la qualité de l'air ailleurs. Oui, parce que dans les bureaux, c'est rentré dans les mentalités que il faut traiter l'air. Exactement. Mais ça manque encore dans les autres ERP. Voilà. Et dans le résidentiel, il y a, je dirais, le neuf, l'ARE 2020, ça a été évoqué, va nous faire progresser avec les contrôles à réception des installations. Dans l'existant, il y a un grand chantier devant nous. Un grand chantier. Mais peut-être parce que dans le résidentiel, quand on est chez soi, on a l'impression qu'on est en sécurité, non ? On se doute pas que l'air intérieur n'est pas bon et les professionnels ne sont peut-être pas encore suffisamment aguerris pour accompagner les utilisateurs, les occupants à changer ces mentalités, non, Ziad ? Dans le bâtiment, le lot ventilation, c'est toujours le lot mal aimé, si on peut dire ça. Donc, il est toujours ignoré par tout le monde. Et surtout que dans des bâtiments qui sont assez anciens dans le résidentiel, ce paramètre d'isolation, de confinement, n'existait pas. On vivait dans des passoires thermiques, il n'y avait pas d'étanchéité à l'air, il y avait rien. Donc c'est comme ce que vous venez de dire, c'est traditionnel en fait. Il faut l'accepter comme ça. On a toujours vécu comme ça. Pourquoi on va changer les choses? Et c'est là où vient le rôle des installateurs, des conseillers énergétiques, des fabricants, de l'État surtout, pour un peu mettre l'accent sur ce paramètre. On parle plus, et on le voit bien dans la RE 2020, on parle plus du paramètre thermique. On parle du confort de vie. Et on parle de comment bien vivre chez nous, quoi. Donc, on peut pas du tout assurer ça seulement par le confort thermique. On doit bien respirer, on doit améliorer notre qualité de vie par cette qualité de l'air intérieur. Et du coup, c'est vrai ce qui était dit tout à l'heure par rapport à ce respect réglementaire ou bien cette conscience dans le tertiaire, c'est vrai, c'était toujours carré. Pour la réception, on doit respecter un tel débit, on doit respecter une telle configuration de réseau, de gaine, ainsi de suite. Mais pour l'individuel, franchement, c'était très approximatif. Et on voit bien les chiffres que ça me fait mal au cœur de le dire, mais plus que 50% des installations n'étaient pas conformes. Oui, c'est dingue. Donc du coup, donc la réglementation n'est pas respectée. Exactement. Elle existe, elle est peut-être suffisamment avancée, mais elle n'est pas respectée. Le problème, c'est que la réglementation existait depuis le 24 mars 82 dans l'individuel. Ce que j'arrêtais pas de dire, c'est que il faut pouvoir un peu pas modifier, mais revoir cet arrêté. Mais les modes de vie ont changé. Exactement. Les modes de vie, tout a changé, et en plus de ça, on voit bien que les professionnels formés ne sont pas là. Il n'y avait pas de formation sur la partie ventilation, et nous sommes heureux en tant qu'Union des métiers de génie climatique, de la couverture et de la plomberie. On vient de mettre en place un CQP qui s'appelle, un certificat de qualification professionnelle qui s'appelle installateur mainteneur du système de ventilation et maîtrise de qualité de l'air intérieur, qui vient d'être mis en place dans 2 centres de formation, chez le Caustic et chez les Compagnons du Devoir à Amiens. Donc c'est pour faire monter en compétence nos installateurs. Il faut leur donner les moyens. Écoutez, on ne va pas vous pénaliser avant de vous former. Donc après, s'ils sont formés et ils n'arrivent pas à faire des bonnes installations, alors il faut changer de métier. Ça c'est de 1. Donc ou bien les installateurs ne sont pas formés, ou bien les occupants, ou bien les propriétaires des locaux ne sont pas sensibles à ce paramètre de ventilation et de qualité de l'air intérieur. C'est moche. C'est moche d'avoir un trou sur mon mur, ou bien dans mes. Mais on a vu ça. Hein. Même, je connais plein. Je pense qu'on a tous vécu ça. Et moi, je prêche aujourd'hui pour la paroisse de la ventilation. Quand j'étais étudiant, j'étais le premier à boucher ma bouche de VRC. Bravo Ziad. Donc, du coup, on a tous vu ça. Et je sais bien qu'il faut sensibiliser, parce que moi-même, j'étais pas sensibilisé à ça. Donc il faut sensibiliser, il faut faire monter en compétence les professionnels qui vont mettre en place ça. Et aussi, il faut que les fabricants, les distributeurs nous aident à bien communiquer par rapport à ça, à bien mettre en avant les systèmes de ventilation pour aider les installateurs, pour aider aussi les occupants à être sensibles à cette question. Et ben justement, Yves Dandon, vous qui représentez Uniclimat, c'est donc tous ces industriels qui œuvrent aussi pour une meilleure qualité de l'air intérieur. Comment on accompagne la filière quand on est du côté industriel?
Écoutez, aujourd'hui, Uniclimat, ça rassemble environ 30 industriels de la ventilation, donc avec une représentativité quasi exhaustive de l'industrie de la ventilation en France. Chacun y va de son développement, de son offre, avec des solutions à la fois simples à poser, parce que ça a été évoqué, la difficulté de déployer les solutions en conformité, il faut qu'elles fonctionnent, hein, donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit efficace, à la fois sur la qualité de l'air, mais également sur la performance énergétique, parce que on méconnaît l'impact de la ventilation sur la dépense énergétique du chauffage. Hein. Quand on ventile, on extrait de l'air chauffé l'hiver et on le remplace par de l'air frais, sain, mais frais l'hiver également. Donc toute cette énergie, aujourd'hui, on l'évacue. Et en France, une énergie qui coûte de plus en plus cher actuellement, voilà. Donc elle est précieuse. Elle est précieuse et comme je disais, dans le tertiaire, on met en place des solutions de récupération de cette énergie. Dans le résidentiel, c'est très très rare parce que les solutions sont plus coûteuses et encore une fois, la qualité de l'air, elle est pas visible. Et donc, pourquoi investir pour quelque chose d'invisible? Mais ce serait quoi alors le système idéal pour... Mais écoutez, depuis qu'on a mis en place des aides sur les systèmes de double flux dans la rénovation, ouais. On voit le marché du double flux en rénovation qui décolle. Parce que ça répond à un besoin, parce que ça satisfait à la fois aux exigences de qualité d'air, parce qu'on a des débits plus importants avec des doubles flux, et en même temps, on récupère les calories pour les réinjecter et pour préchauffer le logement. Et donc, en ce faisant, on associe véritablement qualité de l'air et performance énergétique. Ça, c'est des grandes évolutions. On voit chez nos voisins, notamment dans l'Europe du Nord, et à commencer par la Belgique, hein, c'est pas très loin, mais où les systèmes de ventilation avec des plus gros débits, on module les débits en fonction de la présence, en fonction du taux réel de pollution, on le module beaucoup plus que ce qu'on s'autorise à le faire en France, et ce faisant, on assure une meilleure qualité d'air sans impact sur la performance énergétique. Mais est-ce que moduler les débits d'air, ça ne fait pas consommer un petit peu plus d'énergie? Est-ce que du coup, votre ventilation ne vous coûte pas un peu plus cher sur votre facture énergétique? Quand on module à bon escient, quand on module en fonction de la présence réelle, quand on module en fonction de la pollution observée, mesurée, captée, à ce moment-là, on économise plutôt qu'on surconsomme. C'est une réalité. Vous pointiez quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est qu'avec les aides, avec les C2E pour la double flux, on a vu le marché grimper. Est-ce que c'est pas donc ça la solution? Est-ce qu'il faudrait pas un petit peu plus de soutien de la part du gouvernement pour que la ventilation rentre enfin chez nous? C'est pas du tout ce qu'on voit sur le terrain. Ok. C'est pas par rapport à cette évolution du marché. Non, c'est ce qu'on a constaté qu'avec les aides, on a constaté que les systèmes double flux, que ce soit centralisés, décentralisés, sont très, très bien mis en avant. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout que l'État pense. Parce que là, on vient de recevoir, ça fait 2 semaines, bien 1 semaine, un projet d'arrêté pour voir ces aides à la baisse. D'accord. Et les aides qui concerneraient la double flux. La double flux. En réno. Et on était un peu surpris parce que... Et quelle est l'explication du gouvernement? Ils ont dit, et je dis bien ils ont dit, pour la 4e fois, que les résultats obtenus ne sont pas du tout les résultats visés au début. Les résultats, quand je parle des résultats par rapport au respect de la réglementation pour ces installations. D'accord. Alors qu'on a constaté qu'aucune relevée de mesures a été faite entre la mise en place, entre le début de la mise en place de ces aides et la fin annoncée entre parenthèses de ces aides. Donc comment ils pourront juger ça ou bien donner ce point de vue par rapport à des aides avec lesquelles on a bien vu que le marché de la double flux a bien la courbe elle est très, très ascendante et que
nous, on parle pas, franchement, nous sommes pas en train de parler d'un marché financier, non, on parle d'un marché de qualité d'air intérieur. Si on va installer et de santé publique. Exactement, parce que la santé publique, elle coûte 20 milliards d'euros à l'État par an. C'est l'information qu'on n'arrête jamais de le dire. Et c'est pas en supprimant des aides à 800 euros ou bien à 1000 euros par installation qu'on va remédier ou bien qu'on va compenser ces 20 milliards d'euros. Mais alors si ces aides pour la double flux venaient à s'arrêter, ça veut dire que le marché va de nouveau repartir à la baisse? Absolument, ouais, okay. Absolument. Mais c'est complètement perturbant, non, pour des industriels, pour toute la filière même d'ailleurs. Vous savez, chaque fois qu'on est interrogé sur le sujet des subventions, les industries, elles disent on a besoin de stabilité, de projection dans le temps. Et là, encore une fois, si ça devait arriver, ce serait vraiment très dommage parce que on commence à avoir une certaine dynamique sur le sujet. Et si on réduit les aides, notamment vis-à-vis des précaires, on aura un reste à charge qui sera surmontable. Et donc, ok, on fera peut-être un peu d'économie, mais franchement, on dit que c'est en forte croissance, mais d'un point de vue la valeur absolue, ça reste ypsilonesque. Hein, on est à quelques milliers d'installations, donc c'est pas ça qui va plomber les dépenses du public. Donc si on fait cette baisse-là, on aura un reste à charge trop important et bon nombre de foyers précaires ne feront pas les travaux et resteront dans une situation. Et en plus, il faut pas nier. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut un peu sensibiliser la clientèle, les occupants, ainsi de suite. Et on sait bien, nous, en tant que syndicat d'installateurs, si un installateur va prêcher pour la paroisse de la ventilation chez son client, puisque c'est pas du tout tangible, c'est pas du tout visible la qualité de l'air intérieur, il ne sera pas à l'écoute. Mais ça l'est de plus en plus avec des sondes, mais dès qu'on parle, des mesures. Il y a des aides, et là, mais ça facilite énormément comment on va aborder le sujet. Ouais, bien sûr. Mais même si ces aides pour certains foyers ne sont pas du tout à la hauteur du prix de l'installation, mais quand même ça ouvre la porte pour pouvoir sensibiliser les clients. Alors on le disait, dans le neuf, grâce à la RE 2020 et cette obligation de vérification de l'installation de ventilation, les choses commencent à être mieux faites. Qu'en est-il de la rénovation, Yves Grandin ? Dans la rénovation, on fait le constat aujourd'hui qu'à peu près un logement sur deux n'est pas équipé de ventilation mécanique. C'est fou. Donc soit ils n'ont pas de ventilation du tout, soit ils ont une ventilation naturelle qui fonctionne comme son nom l'indique, comme quand elle veut en fait. Donc à la fois sans garantie de qualité d'air et sans maîtrise des consommations. Donc il est absolument essentiel de généraliser l'installation d'une ventilation mécanique dans les logements existants. Et on a un parc devant nous, on a la moitié du parc, on a 15 millions de logements à équiper aujourd'hui, vous vous rendez compte? Oui, le marché est à prendre là, il y a de quoi faire. Il y a un marché et il y a surtout des économies d'énergie et de la qualité d'air à apporter. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent, qui sont adaptées pour la rénovation? Nous, on prône avec l'Association française de ventilation, on prône sur la mise en place d'un DPE ventilation. Aujourd'hui, vous faites votre diagnostic de performance énergétique. S'il n'y a pas de ventilation, vous cochez pas de ventilation et puis on passe à la suite. Non, il faut que le DPE soit contraignant sur le traitement de la ventilation et de la qualité d'air intérieur. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc là, c'est vraiment un appel à une forte mobilisation de se dire on fait pas de rénovation sans ventilation. Donc c'est un claim de l'Association française de ventilation qu'on a bien. Mais voilà, c'est aussi pour faire de la pédagogie, mais aussi pour inciter à intégrer la ventilation dans la réglementation sur l'existant, travailler sur le DPE, travailler sur la réglementation de l'existant. C'est aujourd'hui un chantier devant nous. Et le gouvernement actuel a bien mis en évidence cette volonté de déployer la qualité de l'air dans le tertiaire, dans les écoles, on l'a évoqué, dans les EHPAD, mais il faut qu'on embarque aussi le logement et tout ce logement existant.
Est-ce que du coup ça colle, et ce sera ma dernière question, est-ce que ça colle avec cette idée de rénovation globale, ou est-ce qu'il faudrait voir d'une autre manière les rénovations la rénovation globale, il faut la promouvoir parce qu'elle est très efficace. Maintenant, elle est très coûteuse. Donc on peut pas s'arrêter à cela. Il faut aussi en parallèle préconiser la rénovation par geste, mais dans un plan programmé, c'est-à-dire mon logement, j'identifie ce qu'il faut faire, faut que je traite le chauffage, la ventilation, l'eau chaude, l'enveloppe, voilà. Mais procéder par geste, parce que sinon c'est pas économiquement supportable. Ouais, un calendrier de travaux. Et le carnet du logement, le carnet numérique du logement pourrait participer à cela si on le mettait en place, avec à partir d'un diagnostic, d'un DPE. Se dire, ben voilà ce que je préconise à faire, le professionnel préconise ces différents travaux, et on intègre la qualité de l'air dedans, et on se dit, ben voilà, je vais commencer peut-être par ce qui est le plus important, le chauffage, la ventilation derrière, parce que la ventilation, encore une fois, c'est 20 à 30% des déperditions de chauffage. Exactement. On ne sait pas, on considère que la ventilation, c'est toujours la consommation des moteurs des ventilateurs, mais c'est peanuts par rapport au renouvellement d'air, aux consommations liées au renouvellement d'air du chauffage. Et on voit bien que même dans les textes réglementaires, que ce soit dans les BBC, RT 2005, RT 2012 et RE 2020, la double flux, elle était toujours pénalisée. Et la raison, c'était toujours, ça consomme de l'électricité. Mais en contrepartie, on récupère de la chaleur. Donc du coup, au minimum, on pourra compenser cette perte d'électricité, cette perte entre parenthèses d'électricité par cette récupération de chaleur. Mais ils n'ont pas du tout, c'est toujours, on voit 92% des systèmes installés dans le neuf sont des systèmes hybrides. Sur lesquels on module souvent que de leur nom sur l'humidité. Alors que maintenant on voit bien qu'on peut moduler dans d'autres pays voisins, on module sur le CO2, on module sur la présence, on module. Donc franchement, les solutions techniques existent, les équipements sont là. Et les fabricants, ils ont tout fait. Et pourquoi alors dans le neuf on met pas des solutions un petit peu plus Parce que la réglementation nous pénalise même. C'est pas qu'elle nous aide pas, non, elle nous pénalise si on va installer une double flux pour compenser le nombre de points perdus, il faut isoler un peu plus. Donc la maison va coûter un peu plus. Donc du coup c'est effet boule de neige, et du coup le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre va dire directement, écoutez, installons une hydro et basta. Ouais, on a l'impression, messieurs, que la qualité de l'air intérieur n'est pas encore bien perçue par le gouvernement. Il y a des travaux, il y a des travaux sur liés à l'application de la loi ESSOC, qui sont intéressants parce que ils vont nous permettre de mettre en place des solutions en parallèle de la réglementation actuelle, des solutions qui sont des solutions qui répondent à des objectifs de résultats et plus de moyens. Et donc là, on va changer un peu de paradigme, et c'est à étudier de près. Mais ça va lentement. Ouais, c'est ça. Peu importe comment on y va, le but est que le résultat soit là. C'est un peu l'idée. Exactement. Okay, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, bien évidemment, la qualité de l'air intérieur et la ventilation, on en parle dans Génie Climatique Magazine. Le prochain numéro à retrouver d'ici le mois de novembre. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. On ne manque pas d'air. Le podcast des ventilistes par Génie Climatique Magazine. Retrouvez les dernières infos sur la ventilation et la qualité de l'air intérieur sur génieclimatique.fr et sur nos réseaux sociaux.